Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Une maxime qu'on connaît tous et pourtant nous sommes nombreux à être hantés par le poids d'un passé familial ou historique non résolu. Qu'on soit survivant de génocide, petit enfant de déporté ou héritier d'un secret de famille, les traumas du passé survivent en nous de manière inconsciente. Et selon certains spécialistes, même nos gènes en porteraient la trace. Alors sommes-nous vraiment des êtres libres ou le passé détermine-t-il nos destins ? Regardez ce reportage de Jochen Bechler, on en parle juste après. Le transgénérationnel ou la psychogénéalogie, ça a un petit peu éclairci ou éclairé. On est bon ? L'idée, c'est que tu dessines un arbre généalogique. C'est pas grave si t'as pas tous les prénoms, si t'as pas les dates, s'il te manque des infos. C'est vraiment essayer de poser les infos que t'as, consciemment ou inconsciemment, sur ta famille, ou ce qui pour toi représente ta famille actuellement. Karine Schwab accompagne des personnes qui désirent en savoir plus sur leur héritage familial. L'idée, quand on fait une démarche en psychogénéalogie ou transgénérationnelle, c'est justement d'aller travailler sur tout ce qui est resté un peu en suspens, dans tout ce qui n'a pas été dit ou pas intégré, tout le matériel inconscient de notre famille. Karine s'est beaucoup interrogée sur les secrets et les non-dits dans son histoire familiale. Pour mieux comprendre et résoudre ces difficultés, elle a suivi une formation avec un spécialiste de l'analyse transgénérationnelle. Elle a pu ainsi soigner certaines névroses en découvrant que ses parents les lui avaient transmises de manière inconsciente. J'ai toujours été claustrophobe. Enfin, on a toujours dit que j'étais claustrophobe parce que depuis que je suis petite, une porte fermée, je hurle. C'est un truc, les portes fermées, j'ai jamais supporté ça. Mais c'était vraiment un point où aller aux toilettes dans des lieux publics, du coup, c'était compliqué parce qu'il fallait que quelqu'un vienne avec moi pour rester devant la porte parce que je fermais pas. Enfin, ça prenait des proportions un peu ridicules, mais c'était comme ça. Et en faisant tout ce travail en transgénérationnel, en étudiant mon histoire de famille, tout ça, j'ai posé des milliards de questions à ma mère pendant 2 ans. Et je lui pose une question, c'était vraiment du style genre et qu'est-ce qu'il y avait dans le thé que buvait mémé ? Vraiment, c'était un truc comme ça. Elle me répond genre, il y avait du gingembre. Oh, et Pépé qu'on avait marre de changer les serrures. Sorti de nulle part. Et du coup, je regarde maman, je dis serrure, Pépé, je comprends pas le. Et donc ma mère m'explique que quand ça gueulait dans la maison et que c'était assez sévère, ma grand-mère la prenait et la balançait dans la première pièce qu'elle trouvait, elle l'enfermait à clé. T'as terminé ? Et moi, vraiment, quand ma mère, elle me dit ça, sur le coup, j'ai senti, et ça a été une des seules fois où j'ai eu une réaction, un peu une sensation physique dans tout ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans, mais il y a vraiment eu comme quelque chose qui s'évaporait. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un truc où ça faisait un peu de vapeur comme ça, où je me suis dit, tiens, et voilà. C'est beaucoup les noms des... Et c'est ma frangine qui, 2 jours après, m'a fait la réflexion. Vraiment, elle arrive comme ça, on parle, et puis elle me regarde, elle me dit, tu fermes les portes. Puis du coup, je lui dis, non, pas du tout, j'ai jamais fermé les portes. Elle me dit, si, tu fermes les portes. Et elle me dit, en plus, tu les fermes à clé. J'ai voulu rentrer, la porte de ta chambre était fermée à clé. Et depuis ce jour-là, vraiment, je ferme les portes. J'ai plus aucun souci avec ça, ni rien. Je me suis dit, mais c'est fou. Parce qu'il a simplement fallu que ma mère me raconte quelque chose qu'elle a vécu difficilement. Du coup, il y avait des souffrances et on n'a pas pris le temps de les explorer, on n'a pas pris le temps de les poser, on n'a pas pris le temps de les traverser, on les a étouffés, foutus sous le tapis, et c'est le pire qu'on puisse faire. Tout ce qu'on est en train de faire, on est vraiment que sur le domaine de la symbolique, d'accord ? Bien sûr, pas de souci. On n'est jamais dans la vérité absolue, et ça n'est qu'interprétation, et c'est vraiment tout le travail de l'inconscient, donc vraiment, on travaille que sur de la symbolique. Que cherchent les gens qui travaillent avec vous ? Souvent les gens, mais comme dans toute discipline vers laquelle on va aller pour un mieux-être ou parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous coince ou qu'on est limité dans quelque chose, il y a ce besoin d'amener de la compréhension à quelque chose, et puis il y a une recherche de mieux-être. Thierry Gaillard est psychothérapeute et s'est spécialisé dans le domaine de l'héritage transgénérationnel. Les traumatismes et les conflits familiaux peuvent se reproduire inconsciemment de génération en génération. C'est là où c'est intéressant avec le transgénérationnel, c'est que quand vous découvrez qu'il y a des deuils non faits ou qu'il y a des catastrophes dans la famille, disons 3 générations en arrière, évidemment, ça impacte tous les membres de la lignée et tout le monde n'a pas fait le travail d'intégration ou a refoulé ou a transmis ça sans faire exprès.
Donc on peut comprendre, on peut humaniser les choses, on peut comprendre qu'il y a des choses qui se sont transmises d'une manière totalement involontaire, parce que ça venait déjà de plus haut. Et c'est le fait de donner un sens aux choses qui vous apporte plus de paix. C'est-à-dire, du coup, vous êtes en accord avec ce qui s'est passé, vous comprenez pourquoi vous avez dû traverser telle et telle épreuve, parce que ça fait du sens. Et en même temps, vous êtes soulagé aussi, parce que du moment que vous avez réussi à découvrir le sens de cette situation, il y a des chances que vous n'ayez pas à la revivre. Donc, il y a un bénéfice. Et tout ça, c'est précieux pour les descendants, en fait, de connaître la vraie histoire, pas l'histoire enjolivée, etc. Ça, c'est à la limite parents de service, voire au contraire, c'est piéger les descendants, qui leur font croire que la vie est un long fleuve tranquille et qu'il n'y a jamais de problème. Il faut profiter du vivant des personnes pour essayer de leur tirer les vers du nez. C'est aussi bon pour elles, je pense, de lâcher des secrets, de soulager leur âme, soulager leur cœur pour éventuellement mourir en paix, c'est-à-dire pas partir avec des secrets qui vont continuer à peser sur plusieurs générations. Dans les sociétés traditionnelles, l'ancêtre, l'aïeul du village, c'est celui qui a la mémoire du village. Donc on est content d'avoir un aïeul parce que lui, il connaît l'histoire et on peut lui poser des questions et il aura des éléments de réponse. Donc c'est un élément valorisant pour une société d'avoir des personnes âgées. À Zurich, la psychanalyste Jeannette Fischer s'est intéressée aux traumatismes subis par les enfants placés. Dès les années 40, des enfants étaient enlevés de force par les autorités suisses pour être confiés à des foyers ou à des familles d'accueil. Elle a filmé la relation douloureuse entre Yvonne et sa mère Lisa, qui avait été placée alors qu'elle était enfant. Ayant grandi dans la souffrance, loin d'une famille aimante, Lisa a transmis sans le vouloir son traumatisme à sa fille Yvonne. Quand j'allais me coucher, je ne savais pas ce qui m'attendait le lendemain. Je ne me sentais pas en confiance. Ça me touche. Je n'avais aucun sentiment de sécurité. Je ne savais pas s'il y aurait un lendemain. C'était un vide sans fond. C'est terrible. C'est une transmission. La mère d'Yvonne a toujours été présente. Elle n'est jamais partie. Toutes ces années, elle ne l'a jamais abandonnée. Elle a pris soin de sa fille le mieux possible et Yvonne avait tout pour grandir normalement. Mais malgré tout, Yvonne avait l'impression que tout pouvait disparaître le lendemain, que le lien pouvait se rompre. Et c'est exactement ça que sa mère Lisa a vécu. Elle ne savait pas ce qui arriverait le lendemain. Donc on peut dire que c'est une transmission émotionnelle, parce qu'Yvonne n'a jamais connu cette rupture relationnelle. C'est la preuve qu'il existe des liens que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous considérons à tort comme un système hermétique, mais c'est faux, parce que nous réagissons sans arrêt les uns en fonction des autres. En ce moment même, nous avons une interaction inconsciente. Donc nous créons sans cesse des liens et des relations de manière consciente et inconsciente avec les autres. Bonjour François Enfermet. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous sur ce plateau. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et professeur honoraire aux facultés de médecine de Genève et de Lausanne. Alors on sort de ce reportage où beaucoup de choses ont été dites. D'abord, dites-nous de quoi on parle exactement quand on parle de transmission transgénérationnelle et au fond, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération? C'est justement le centre de la question. On pourrait dire que la transmission pose la question de savoir s'il y a continuité ou discontinuité. Si entre ce qui était et ce qui sera,
il y a un rapport de déduction. On pourrait déduire ce qui sera de ce qui était. Ou est-ce qu'au contraire, il y a une possibilité de changement? Et c'est, je crois, au fond, l'enjeu de toutes ces problématiques de transmission. Continuité ou discontinuité. Et liberté possible. Eh bien, exactement. C'est-à-dire, dans chaque instant du temps, le temps de maintenant, ce qui était n'est plus, et ce qui sera n'est pas encore. Est-ce que vraiment ce qui était va déterminer ce qui sera? Ou est-ce qu'il y a la possibilité de s'inventer différemment pour ne pas être totalement pris dans ce qui était? Ça, c'est aussi l'enjeu du travail clinique, du travail thérapeutique, c'est-à-dire de jouer sur cette discontinuité entre le passé et le futur. On pourrait dire qu'il y a une détermination historique dans l'histoire de chacun, qu'il y a une détermination, on va en parler, génétique, épigénétique, mais à la perpendiculaire de tout ça, il y a la question de la réponse de chacun, du choix de chacun, la possibilité de faire quelque chose d'autre depuis ce qui était déjà présent. Et ça, je crois que c'est l'enjeu du travail psychique, psychanalytique, avec les enfants, avec les parents, avec les adultes, avec tout un chacun. On va reparler de déterminisme et de liberté avec vous, mais d'abord, je vous accueille. Ariane Giacobino, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes généticienne, médecin et professeur à l'Université de Genève. Alors, est-ce que nos gènes portent la trace de notre passé ou du passé ? Alors nos gènes, déjà nécessairement, ils viennent du passé puisqu'ils viennent des générations qui nous ont précédés. On possède tous la moitié du génome provenant de notre mère, l'autre moitié provient de notre père. Donc cette hérédité-là, cette hérédité dure, effectivement, elle a un substrat matériel, c'est le code génétique. Et celui-là, il n'a pas tellement d'état d'âme, hein. Il porte ou non des mutations. Si on a des mutations, on peut avoir des maladies, des prédispositions. Donc là, je dirais que la liberté est relative. Par rapport à l'ADN, effectivement, il y a des choses, on n'a pas le choix. On a une maladie rénale, génétique ou non. Maintenant, l'ADN, il peut aussi, par d'autres moyens, subir une modification de l'intensité avec laquelle les gènes fonctionnent. C'est-à-dire comme un commutateur d'intensité qui va venir moduler la quantité de protéines qui est produite. À partir de là, il a été démontré qu'il pouvait y avoir certains traumatismes qui pouvaient imprimer la manière dont justement ces gènes sont réglés et l'intensité avec laquelle ils fonctionnent. Et puis, il a aussi été démontré dans certaines situations particulières, plutôt comme une exception que comme une règle, que certaines marques liées à des traumatismes pouvaient passer 1, 2 ou 3 générations. Donc c'est-à-dire, et là c'est une question peut-être que je vous pose, François Ansermet, mais que je vous poserai aussi à vous, Ariane Giacobino, ça veut dire, au fond, quand on entend le mot empreinte, ça veut dire qu'il y a une part de liberté, on en parlait tout à l'heure, ou une part de déterminisme. Est-ce qu'on subit finalement C'est là que, entre Ariane Giacobino et moi-même, on doit arriver à penser une dialectique qui met en jeu à la fois ce qui est déterminant et en même temps la part de liberté de chaque sujet de faire un usage particulier de ces déterminants. Peut-être on pourrait dire, bien sûr, il y a des déterminations génétiques, des déterminations épigénétiques, des déterminations historiques. Les enfants abandonnés, séparés, comme dans le témoignage que vous avez présenté. Mais on pourrait se dire aussi que la question, c'est qu'est-ce que chaque sujet va faire de ces déterminants. Est-ce que, c'est peut-être une question qu'on peut poser à Ariane Giacobino, est-ce qu'on peut jouer des traces inscrites, des traces épigénétiques, des déterminations génétiques, pourquoi pas des traces neuronales, comme d'une partition pour écrire sa propre histoire, son propre devenir? Parce qu'au fond, on ne part pas à la naissance d'une tabula rasa. Il n'y a rien, il y a au contraire énormément de choses. Depuis les générations qui se sont passées, on en connaît d'ailleurs très peu. Si on remontait jusqu'aux périodes Cro-Magnon, on serait stupéfait des quantités d'inceste, de meurtres, d'assassinats, et que tout ça a été véhiculé. Mais l'essentiel, pour moi, c'est de ne pas faire de l'origine un destin.
peut-être qu'on pourrait utiliser cette notion-là et qu'on a une possibilité de rejouer certaines choses, pourquoi pas en faisant un usage de ces déterminants. Mais Ariane Jacobino, est-ce que ça veut dire finalement que nos secrets de famille sont dans une certaine mesure les maîtres de nos destins, ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'on a cette possibilité de rejouer une partition? Oui, pour moi et pour la biologie, les souvenirs ne voyagent pas. Il n'y a pas des images mentales avec des couleurs, des odeurs qui peuvent passer comme ça à travers les générations. Et on hérite d'une mémoire. Finalement, on peut hériter probablement d'une vulnérabilité, d'une fragilité, au contraire d'une certaine capacité à faire face, que ça soit génétique ou épigénétique. Et puis après, comme disait François Ansermet, chacun peut se saisir de ce qu'il trouve dans sa famille ou au contraire à l'extérieur, et puis avec ce matériau qu'il a, rejouer une histoire personnelle, en essayant de s'abstraire autant que possible, s'il le souhaite, de ce dont il a hérité. Mais ça veut dire qu'il faut être... finalement, ceux qui s'en sortent, c'est quoi? C'est les plus forts? C'est les plus créatifs? Peut-être que là, il y a la notion de créativité est intéressante. C'est-à-dire, il y a des déterminants de tout type, aussi sociétaux, politiques, des génocides. Bon, tous ces déterminants, chacun doit trouver sa solution, son usage. Que va-t-on faire de ce qui nous détermine? Ça, c'est une question majeure et qui, à mon avis, est un point de rencontre entre génétique, épigénétique et la question psychanalytique, hein, c'est-à-dire de faire un usage de composer une nouvelle histoire. Alors, il y a, par rapport à ce qui a été présenté de l'émission, une sorte de paradoxe, parce que parfois, il est nécessaire de se souvenir, mais parfois, il est nécessaire d'oublier. Et que certains ont pu témoigner que c'est par l'oubli qu'ils ont pu créer un espace pour aussi être les inventeurs, les créateurs, les acteurs, les auteurs de leur devenir. Ariane Jacobino, ça veut dire qu'on est profondément inégaux face à l'utilité qu'on fait de notre code génétique? Inégaux aussi par choix. Alors on l'est biologiquement nécessairement. C'est vrai que si on a la malchance de naître avec une mutation, une maladie génétique grave, ce dont on va se saisir et le choix qu'on aura pour y échapper est relativement limité. Mais on peut imaginer qu'un père et son fils aient un déterminant pour une même maladie et que le fils choisisse de ne pas mener la même vie, de se libérer de ça autant qu'il peut et de suivre son histoire à lui. Au contraire, il pourrait s'identifier à son père et se dire « voilà, ma voie est tracée, je vais mourir au même âge, dans les mêmes circonstances, faire les mêmes choix de vie ». Donc je pense que la part de liberté, elle y est, même si, en bruit de fond, on a ces déterminants. Mais ça veut dire aussi que quand on est deux frères, deux sœurs, et un frère, une sœur, dans une fratrie, on reçoit pas forcément les mêmes traumas du passé. Il y a aussi une inégalité entre frères et sœurs d'un passé. Alors, il y a une inégalité génétique de toute façon. On n'a que 50% de gènes en commun entre frères et sœurs. Après, oui, il y a déjà des déterminants prénataux, des indéterminants prénataux qui vont venir modifier ça. Donc effectivement, même entre jumeaux monozygotes, on part peut-être avec le 100% de génome identique, mais les destins sont différents. François Ansermet, ce que je voulais aussi comprendre, c'est qu'on parle là de trauma, on parle de lourds secrets du passé, mais parlons un peu du beau, du bon, presque de l'élection. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui se transmettent de merveilleuses de génération? J'espère bien que quelque chose entre les parents et les enfants se transmet du côté de la vie. Je crois qu'il y a des transmissions de vie et des transmissions de mort. Dans le reportage, c'est des transmissions traumatiques, de secrets, des choses très lourdes. Un patient me disait une fois, j'ai retenu cette formule, comment ça se fait que ce qu'on ne sait pas nous détermine plus que ce que l'on sait. Je trouvais que cette opposition était intéressante. Mais on retombe toujours sur le point de dire oui, il y a des déterminants positifs et négatifs. Déterminants de vie, déterminants de mort.
Le problème, la question, c'est comment est-ce qu'on va recevoir un enfant, accueillir un enfant, éduquer un enfant, cliniquement soigner un enfant pour ouvrir son espace de liberté et sa possibilité d'être l'inventeur de lui-même, le créateur de son devenir. Pour moi, la notion de devenir, elle est importante, c'est-à-dire distinguer les déterminants du devenir. Le devenir, c'est un usage des déterminants. Et il y a une responsabilité, il y a un choix, il y a une solution, il y a une invention, il y a une création. Vous voyez, d'un côté, on aurait déterminisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Je crois qu'on ne peut rien créer s'il n'y a pas... On en a besoin d'ailleurs, la machine voilà. vivante a besoin d'un grand nombre de choses déterminées. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Beaucoup de nos vies sont similaires malgré tout. C'est-à-dire que pour vous, Ariane Jacobino, la marge de manœuvre, la marge de créativité, elle est moindre que pour François Ansermet ? Alors, je dirais que la marge de manœuvre du vivant, elle est surtout beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que on a 80% d'identité génétique avec une vache et pourtant on s'identifie peu à une vache. Mais c'est fou de se dire qu'il y a tout ça pour faire un être vivant avec des degrés de pensée un petit peu variables. Mais qu'effectivement, on a besoin de ce substrat. Le corps a besoin de fonctionner, de traverser certaines étapes biologiques qui sont grosso modo les mêmes pour tout le monde. On parlait François Ansermet, de créativité, de choses non dites, de savoir quoi faire. Au fond, ça veut dire aussi que nommer les choses, les dire, poser un mot sur un trauma ou sur un souvenir, ça peut désamorcer. Bien sûr. On pourrait dire qu'il y a plusieurs temps à un traumatisme. Un premier temps, c'est l'effraction, la sidération, par rapport à des traumatismes de guerre, des situations extrêmes. Ensuite, les gens donnent un sens, comme c'était mis dans le reportage, donnent un sens au traumatisme, l'aménagent à leur mode. Mais là, il y a un risque de s'emprisonner dans le traumatisme, c'est-à-dire de devenir peut-être une identité de victime. Il faut retrouver cette mobilité. Donc l'enjeu du traumatisme, c'est la sortie du traumatisme. Et comment on peut sortir du traumatisme ? Je regarde Ariane Jacobino parce qu'en fait, on peut dire que, bien sûr, il y a des déterminants génétiques, mais le grand mystère de la génétique, c'est qu'on est tous uniques et différents. Et que si on était si semblables et vulnérables, peut-être que l'humain ne serait pas ce qu'il est. C'est vrai, mais en même temps, on voit que par rapport à certains traumatismes de groupe ou de masse, un nombre important des individus exposés vont développer un syndrome de stress post-traumatique. Donc que parfois, les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets et qu'une prise en charge collective de certaines choses peut aussi aider à réparer ces traces, ces marques épigénétiques. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. En tout cas, on peut avoir l'espoir qu'il y aurait d'autres traces qui se combinent avec ces traces, ou peut-être même une réversibilité de certains éléments qui est inscrit, et que c'est à ça qu'on doit œuvrer, c'est-à-dire remettre l'enfant, l'individu, le sujet, la personne, dans une possibilité de fabriquer sa vie, quoi. Mais est-ce que Ariane Jacobino, est-ce qu'on fabrique sa vie de pareille façon si on est l'héritier d'un génocide comme le génocide du Rwanda ou comme la Shoah, si on est arrière-petit-fils, petite-fille de déportés, si on est héritier d'un secret de famille, est-ce qu'on a finalement cette possibilité-là de liberté ? Alors c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a quand même des espèces de mémoires, mais là je suis un peu hors de mon sujet de confort, des mémoires collectives qui peuvent se travailler de manière sociétaire, un musée pour le souvenir, un monument, qu'il y a des choses qui permettent quand même de retravailler ces choses lourdes dont on peut avoir hérité. Après, c'est vrai que c'est une cuisine intérieure qui se fait aussi, j'imagine, au gré des rencontres, des tuteurs de résilience, de ce qu'on va pouvoir attraper comme moyen de sortir de ça. Ouais. Il faut passer par ça pour s'en sortir. C'est peut-être là le côté paradoxal, d'où l'importance des lieux de mémoire quand il y a eu des génocides, comme vous parliez de la Shoah. En même temps, au un par un, il y a un artiste qui s'appelle Selinger, qui a 92 ans,
qui est à Paris et qui a été retrouvé comme enfant sur un tas de cadavres dans un camp de concentration. Et cet homme de 92 ans, je l'ai entendu dire « La nature m'a donné l'oubli ». Et de cet oubli, il a pu constituer quelque chose. Ensuite, il a appris à lire, parce qu'il était de camp en camp, comme enfant. Et en écrivant, en commençant à lire, l'angoisse est venue, les cauchemars. Et ensuite, il a fait une œuvre qui est très impressionnante, dans le granit des bords de trottoir, qui capte la lumière. Et au fond, il a soigné lui-même, par son œuvre, ce traumatisme. Donc c'est là que le destin... il y a un destin du traumatisme, mais comment faire aussi qu'on ne suive pas exactement le chemin de ce traumatisme? Comment faire pour que le traumatisme ne devienne pas un destin? On n'est peut-être pas équipés tous de la même manière, aussi selon notre vécu avant le traumatisme, pour pouvoir s'en débarrasser aussi facilement. Donc on pourrait dire qu'il y a des prérequis ou des éléments même épigénétiques positifs qui permettraient, on voit quand on fait des analyses épigénétiques, qu'il y a dans une cohorte de souris ou d'individus, il y a des outsiders. Il y en a qui... En fait, mais pardonnez-moi de vous couper, Ariane Jacobino, mais je rebondis sur votre idée de créativité, d'artiste. Et chez vous, Ariane Jacobino, le mot de outsider, ça veut dire que finalement, c'est presque une apologie de la marge que vous faites tous les deux. Les individus les plus décalés sont peut-être... Ou du hasard. Ou du hasard. Peut-être Oui, qui pourrait être le hasard d'une rencontre, d'avoir saisi quelque chose à un moment alors que les autres ont passé à côté. Donc je mettrais plus le hasard dans cette discussion. Ça me va très bien aussi, c'est-à-dire de dire il y a une nécessité, l'ordre du nécessaire auquel on ne se soustrait pas, génétique, épigénétique, historique. Et puis il y a la contingence. La contingence, le hasard, la surprise. La serendipity, c'est-à-dire le fait de produire, de trouver un chemin qui est autre que ce qu'on pouvait prédire. Et je dois vous arrêter tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Ça, c'est la contingence. Ça, c'est la contingence. Non, c'est la nécessité. C'est la nécessité, c'est les deux. Merci à vous deux d'avoir été là. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou bien sûr sur nos réseaux sociaux.